Alors, Monsieur Lipinski, vous avez fait 2 vidéos déjà sur l'opposition, le catastrophisme de la presse d'opposition et le cercle vicieux de la fausse opposition. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir, mais pour vous, qu'est-ce qu'une vraie opposition? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Alors, l'opposition, là, nous parlons de politique. C'est applicable à d'autres domaines. Et la première question à se poser, c'est quel est le sujet? On s'oppose à quoi et pourquoi? Bon. Parce qu'effectivement, dans le système britannique classique, il y a Sa Majesté, l'opposition de Sa Majesté. Donc l'idée, par exemple pour l'Angleterre, c'est qu'il y a un sujet, par exemple la guerre ou pas la guerre, je pense à la guerre, et il peut y avoir très simplement l'opposition à la guerre. À ce moment-là, les choses sont simples. Une vraie opposition, dans ce cas-là, c'est une vraie opposition à la guerre. Il y a des raisons de faire la guerre, des raisons de ne pas faire la guerre. Il y a un parti qui dit il faut faire la guerre, et l'autre dit il ne faut pas. Donc les choses sont claires. Bon. Mais souvent dans la vie et en politique, il y a une mise en scène, il y a des choses souterraines. Je prends un exemple. La méthode Diderot d'Alembert. C'est-à-dire qu'à la veille de la Révolution, notamment sur les sujets religieux, il y avait Diderot et d'Alembert qui allaient dans un café, par exemple Procope, par exemple, bon, puisque c'était un haut lieu de la Révolution. Et ils avaient passé un contrat ensemble. C'est que l'un devait bien attaquer la religion et l'autre devait mal la défendre. Et ceux qui étaient dans le café, évidemment, se disaient, donc, reprenaient les arguments opposés à la religion, ce qui a donné la déchristianisation. Donc, c'est comme dans un match de catch, les choses peuvent être truquées. C'est comme dans un match. La fausse opposition la plus évidente, c'est celle qui fait semblant de s'opposer, qui ne s'oppose pas, qui est d'accord avec l'autre camp. C'est Diderot d'Alembert. Et là, nous avons les plateaux télé. C'était les premiers plateaux télé. C'est-à-dire que dans les plateaux, il y a une fausse opposition. Alors, on vous a dit que tout en politique doit se décider par le débat, ce qui n'est pas vrai, mais parlons-en. Et à partir de ce moment-là, l'organisateur du débat fait venir un certain nombre de personnes. Il y a de bons attaquants, par exemple, et de mauvais défenseurs. Et comme celui qui invite fait l'introduction et la conclusion, il donne la parole au dernier. Et à ce moment-là, celui qui a gagné le match, si je veux dire, c'est celui qui devait gagner. Donc il y a eu une fausse opposition, peut-être inconsciente. Mais on est invité pour faire un petit peu l'idiot utile, c'est ce qu'on appelle les dîners de cons. On pourrait parler des plateaux de cons, la politique de cons. Voilà, donc il invite quelqu'un et on peut être le con. Donc quand on est invité sur un plateau, il faut bien savoir si on est le con de service. C'est très important. Bon, ça, c'est la clé. Donc là, il y a l'opposition de cons. Il y a la fausse opposition qui est complice. Et puis, il y a la vraie opposition à l'anglaise, si je peux dire, c'est qu'il y a Lord Halifax avec Churchill. Réellement, il y avait 2 possibilités. Et là, c'est clair. Donc, c'est la parole qui exprime. Quand tout est en vrai, on a les cartes devant soi. On peut choisir, pousser, etc. Ça, c'est la vraie opposition. Bon, la vraie opposition. Alors, donc, il faut bien définir, puisque nous allons parler de la France, c'est qu'il y a une fausse opposition qui est organisée structurellement depuis la Révolution. C'est-à-dire que droite et gauche, dans le principe, ça pourrait avoir un sens, mais en fait, c'est organisé de telle manière que ça ne veut rien dire. Sur tout ce sujet, c'est ce que disaient, ce que disaient les Grecs, c'est qu'on peut toujours dire une chose et son inverse. Donc on le voit constamment à la télévision. Il y a soi-disant un débat, il n'y a pas de débat puisqu'il y a toujours le pour, le contre, et finalement c'est toujours le gouvernement qui fait ce qu'il veut, si je peux dire. Donc la démocratie. Voilà, la démocratie cause toujours, donc ça c'est la fausse opposition. Bon. Et alors, c'est ce que disait Protagoras, sur toute chose on peut dire une chose sur l'inverse. Donc il y a les débats pipés et les vrais débats. Alors maintenant, venons-en à la véritable opposition dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous le voyons, par exemple, pour les violences que nous trouvons dans la rue, le débat dont nous avait parlé avec Maël, c'est il faut sortir de pour ou contre. Par exemple, on pourrait dire pour ou contre les immigrés, etc. C'est pas le débat, il faut monter à l'étage supérieur et comprendre quelle est la problématique, quels sont les véritables enjeux. Et je peux vous dire que depuis le XVIIIe siècle, on peut dire, depuis la guerre de 7 ans, le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement de la France, finalement, et il n'y a pas vraiment d'opposition. C'est pour ça, c'est ce qu'on a appelé, disons que le glissement à gauche.
C'est que ça va toujours plus loin, rien ne s'oppose. Le cas le plus patent, c'est l'histoire du mariage, du faux mariage, des pères qui deviennent des couples. Il n'y a pas eu d'opposition. Oui, et aussi dans les cas patents, il y a l'éducation à la sexualité à l'école. Ça va toujours plus loin. C'est-à-dire que ça va toujours bien. Alors on vous dit, là on voit qu'il y a la fausse opposition également, parce qu'on vous dit non, ça va arrêter, c'est comme le pacte, ça n'ira pas plus loin, et ça va toujours plus loin. Et le plus loin, dans ce cas-là, c'est le contrôle totalement de la biologie qui avait été annoncé par Aldous Huxley. C'est-à-dire qu'Aldous Huxley, il faut relire Le Meilleur des mondes. Parce que de 1932, n'est-ce pas? Et le meilleur des mondes sont les schémas de pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut s'opposer que si on a compris l'enjeu. C'est ça qui est très important. Et en remontant au bon niveau. Et Aldous Huxley disait, en gros, il faut relire Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes, la véritable révolution sera celle qui s'emparera de votre propre corps. Et il disait d'ailleurs, comment peut-on arrêter une telle horreur? Et nous voyons que les choses vont toujours plus loin. Maintenant, vous avez l'électronique qui s'en est mêlée, avec les algorithmes. On ne voit plus où le contrôle de nos pensées, de notre chair, de notre vie. Il y a la sexualité, évidemment, qui était évidemment un point capital. Huxley disait d'ailleurs, finalement, que plus la liberté politique disparaît, plus la liberté ou la licence sexuelle va être autorisée. C'est-à-dire que la libération sexuelle n'est pas faite pour faire plaisir, elle est faite pour contrôler mieux. Donc c'est un moyen de contrôle, la sexualité. Bon, on le voit, donc c'est très à travers la famille. Donc il y a vraiment, si on voulait voir les choses de la manière la plus simple, c'est que tout va vers toujours plus de pouvoir sur nous. Nous décidons de moins en moins, nous avons de moins en moins de contrôle de nos vies, de la sexualité, de la famille, de l'éducation. Et là, c'est le cas de l'éducation. Les parents n'ont plus de moins en moins de contrôle. Mais tout ça, c'est pas innocent. C'est que ça avance toujours dans la même direction. Et cette direction, pour ne pas être taxé de quoi que ce soit, elle est très bien expliquée dans Aldous Huxley. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Le problème maintenant, la véritable opposition, c'est de s'opposer à ce mouvement. Alors pour s'opposer à ce mouvement, il faut savoir que le choix n'est pas entre la droite et la gauche, parce qu'aller vers un précipice en conduisant à droite ou à gauche, on va toujours vers le précipice. Et nous voyons très bien qu'à la suite de tous les présidents, eh bien, nous allons toujours dans la même direction. Et alors ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point celui qui est en haut de la pyramide, eh bien finalement, lui-même ne décide pas vraiment. On le voit lorsque, je reviens sur le thème actuellement, le président Giscard d'Estaing a parlé dans l'invasion, il a tout de suite été rappelé à l'ordre, il n'a pas le droit. Et quand il y a eu le président Chirac qui a parlé de certaines choses, mais ce qui était intéressant, c'est le président Mitterrand. Lorsqu'il a dit, ça a été repris par Benamou, et j'ai repris chez Benamou, nous sommes en guerre, c'est une guerre invisible, etc., c'est qu'on voit que le testament politique, ce que j'ai appelé le testament politique du président Mitterrand, qui avait été cité par Benamou dans le dernier souper Mitterrand, et que Benamou a oublié depuis, j'ai vu un livre qu'il a écrit, parce que c'est trop fort. Un président de la République qui dit nous sommes en guerre et qui ne l'a pas dit quand il était président de la République, ça montre bien à quel point il est tenu. Et donc la question de la véritable opposition, elle ne peut être, disons, que conçue que par ceux qui se sont libérés eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont le courage de parler, le courage d'agir. Bon. Et donc, il faut savoir quel est l'ennemi. C'est comme la guerre. Quel est le meilleur opposant, quel est le meilleur guerrier? C'est celui qui, quand même, sait quel est l'ennemi, qui ne se trompe pas. Et là, Athéna, n'est-ce pas, toujours Athéna, avait rendu fou Ulysse, qui pouvait se battre contre les animaux, de se battre contre ses ennemis. Donc, il y a cette folie qui empêche le guerrier ou l'opposant de mener le bon combat. Donc, d'abord, il faut bien comprendre... Pardon. Excusez-moi, j'ai pas compris contre qui s'est battu Ulysse. C'est battu contre des animaux au lieu de se battre contre... C'est la folie d'Ajax. D'accord. Donc Athéna rend fou Ajax, excusez-moi, lapsus, révélateur. Et Ajax croyait se battre contre ses ennemis, mais c'était les animaux. Donc c'était l'image, les Grecs ont tout vu dans la mythologie, qu'on voit très bien à Versailles, c'est que toutes les figures, finalement le complexe d'Oedipe, il y a toujours des figures. Et cette figure de rendre fou, il y a aussi la fameuse formule grecque, celui que Jupiter veut perdre, il le rend fou. Et actuellement, on veut nous rendre fous. Comme ça, nous ne sommes plus capables de nous défendre. Donc c'est une grande figure de la guerre. Alors maintenant, à quoi faut-il s'opposer? Alors, je vous dis, l'opposition élémentaire,
qui est honnête, c'est qu'il y a un sujet qui vient dans un conseil d'administration, dans une élection. Il y a quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et il pense blanc. Il y a l'autre qui dit ce qu'il pense, il pense noir ou vert. Et puis il y a un débat, et puis après il faut trancher. Mais normalement, ce qui doit trancher, c'est le raisonnement. C'est pas le calcul. Parce que tant qu'on n'est pas capable de convaincre quelqu'un à la loyale et qu'il faut voter, c'est que les choses sont pas claires. Alors maintenant, donc ce qu'on nous cache, c'est que ce qui organise le débat actuellement, droite-gauche, en politique, c'est du pipeau. C'est Diderot d'Alembert. Ça ne veut rien dire, d'ailleurs ça ne mène jamais à rien. Bon. Ce qu'il faut, c'est remonter au niveau de la synthèse. C'est-à-dire de remonter au niveau au-dessus. Bon. Et là, ce qu'on ne nous dit pas, dans notre cas, c'est qu'il y a la droite, il y a la gauche, mais ceux qui règlent la musique, c'est la franc-maçonnerie. Ou du moins, ce sont des réseaux. Donc, ce sont les réseaux qui décident, et il y a les francs-maçonneries de droite, de gauche, qui font semblant de s'opposer, et puis en fait, c'est la ligne qui passe. On le voit très très bien, je dis dans le cas de l'immigration qui est typique, c'est-à-dire savoir qui on fait venir chez soi, c'est quand même très important. Les Français n'ont jamais été contestés. Alors, il y a un parti qui dit qu'il faut l'immigration, il y a l'autre qui dit qu'il faut le contre, mais le parti qui est censé être contre, il n'a jamais demandé même de référendum. Et du coup, faut-il faire partie de la franc-maçonnerie pour avoir un pouvoir de décision en France ? Eh bien, demandez-le à Manuel Valls. Lui, je l'ai dit et je le répète, lorsque vous franchissez la frontière et que vous n'avez pas d'emploi très bien défini, vous inscrivez au Parti Socialiste. Si ce n'est pas suffisant, vous inscrivez disons que dans la franc-maçonnerie et vous retrouvez Premier ministre. Et puis, quand vous avez terminé, vous repartez, vous franchissez la frontière dans l'autre sens. Donc et vous dites en même temps, je n'ai aucun sang français, mais le sang de la France coule dans mes veines. C'est beau, hein ? C'est beau. Enfin, ça, c'est la manipulation mentale. Alors, la véritable opposé maintenant, c'est, dans notre cas, opposer un langage fort contre le langage actuellement. Nous sommes dominés par une théologie. Une théologie, je l'ai indiqué, elle est très claire, c'est le 5 octobre 1789, on a la deuxième alliance du Christ, donc de la chrétienté, qui est remplacée par la troisième alliance des droits de l'homme. C'est très clair, ça fonctionne de la même manière, c'est indiqué par l'étape de la loi. Donc, les commandements de Dieu sont remplacés par les droits de l'homme. Bon, on a Dieu qui est remplacé par le mot homme et le roi qui est remplacé par le mot peuple. Bon. Et donc, la question c'est, puisque là nous sommes à l'opposition totale, c'est-à-dire c'est pas une opposition sur un petit sujet. Faut-il que le café soit sucré ou pas ? Bon, on peut s'y opposer. Mais là, plus vous montez dans l'opposition, c'est le système qui est en cause. Et je vous rappelle que d'ailleurs, en 2017, même le fameux Emmanuel Valls était contre le système. Tout le monde était contre le système, et le futur président Macron arrive et dit « Je suis l'homme de l'antisystème, je suis comme Jeanne d'Arc », et il a été élu comme de l'antisystème, et il s'est révélé être le super système. Donc là, c'est le système de mystification, et le président Macron, c'est le symbole même de la fausse opposition. C'est-à-dire que c'est celui qui se présente comme le chevalier blanc et qui se révèle être le chevalier noir. Ouais, bon. Comme Giorgia Meloni en Italie, qui était censé faire des choses et qui finalement... Alors, et ça, c'est le président Macron d'ailleurs, qui voulait rompre avec le capitalisme. Enfin, c'est le jeu le plus connu du monde, et je connaissais une Égyptienne qui disait, pour gouverner en France, il faut se faire élire en disant qu'on aime la France, et quand on est élu, on détruit la France. Donc il n'y a pas d'opposition. L'opposition, et ça se juge... j'allais dire, au fait que l'on attaque au sommet le système. Et actuellement, la seule opposition possible, c'est de donner une alternative aux principes dont se réclament ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire être dominé par une secte qui est la franc-maçonnerie et effectivement qui règle les choses par en dessous, c'est de s'opposer du principe inverse, c'est-à-dire de revenir aux valeurs françaises de la France, aux valeurs de vérité, aux valeurs de justice, aux valeurs de non-contradiction. Si vous ne dites pas au pouvoir actuel, puisque nous sommes dominés, tout passe actuellement. Tout passe parce que c'est toujours au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, personne n'a rien à dire, on ne peut rien faire, au nom du peuple, personne ne peut bouger. C'est-à-dire quand quelqu'un dit « je parle au nom du peuple », qui êtes-vous ? Moi je ne suis qu'une fraction, donc c'est moi qui décide. Je vous ai libéré en 1789, donc obéissez-moi. Donc c'est une chose quand même qui est presque comique et tragicomique de voir que personne ne peut s'opposer à rien. Ça continue, toujours les mêmes principes, toujours dans le même sens, toujours vers l'abîme, toujours plus mal. L'école est typique, les élèves sont de moins en moins, savent de moins en moins de choses, et on fait toujours une nouvelle réforme pour descendre toujours plus bas. Alors, donc, je veux dire, c'est du haut de la pyramide que l'on prend les remparts, c'est, si nous ne nous réinstallons pas le système français en haut de la pyramide, c'est-à-dire la vérité,
les valeurs personnelles, la compétence, eh bien, et la justice, eh bien, nous ne sommes pas une véritable opposition. Donc actuellement, le jeu, comment est-ce qu'on reconnaît une véritable opposition? C'est si elle conteste les principes même actuellement qui nous oppriment. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Les droits de l'homme qui nous conduisent en esclavage, crime contre l'humanité ». Si nous ne nous plaçons pas à ce niveau en disant « Nous avons un régime criminel, nous avons un régime qui nous tue, nous avons un régime qui nous ment », et qu'en fait, ils veulent nous faire participer à notre propre mort au nom de nos principes, eh bien, l'opposition ne peut pas marcher. Alors, en mathématiques modernes, il y avait une expression très simple. On disait qu'un ensemble est fermé pour une opération. C'est-à-dire qu'on pouvait faire toutes les opérations qu'on voulait, on ne sortait pas d'un ensemble, c'est-à-dire d'une sorte de prison. Et actuellement, on peut dire que tout le débat de la prétendue opposition est finalement dans un ensemble fermé, c'est que quoi qu'on dise, on reste dans ce système maçonnique. J'ai bien dit que la démocratie, c'est l'art royal maçonnique. On ne peut pas sortir de ce train d'Huxley, du meilleur des mondes, qui est en fait le pire, vers lequel nous allons. C'est-à-dire toujours moins de pouvoir, toujours moins de valeur, toujours moins de connaissances, toujours moins d'emprise sur sa propre vie. On le voit avec les radars, on nous annonce des radars qui vont tout mesurer. L'écologie, c'est de faire tout mesurer. Donc c'est un système mathématique. Et si nous ne nous opposons pas à cette mathématique en disant il faut revenir à l'humain, il faut revenir au vrai, à l'organique, aux véritables valeurs, donc il faut repasser des mathématiques à l'organique, eh bien nous sommes morts. Et en tout cas, ce n'est pas une vraie opposition. C'est-à-dire que c'est un petit peu de poivre et de sel, mais le plat empoisonné est toujours le même. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui... Eh bien, il y a quasiment... Qui est-ce qui est contre les droits de l'homme? Même tous les gens qui sont contre Macron, contre la dictature sanitaire, etc., personne n'est contre les droits de l'homme. Mais oui, alors c'est très... Là, vous rentrez dans mon sujet de prédilection. C'est-à-dire que je vais faire un petit peu... il y a un énorme travail d'éducation. Le langage. Bon. Tous les grands hommes ont travaillé sur le langage. Staline a fait une grammaire. Jules César a travaillé sur la grammaire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient tous ce que dit Molière. La grammaire, fondement des sciences, qui s'impose même au roi, elle est fait à la main haute, obéir à ses lois. Et déjà Boccace, dans les contes de Boccace, je dis ça, c'est un peu humoristique, il y a une femme qui dit qu'elle veut être sainte. Elle demande à un moine comment il faut faire pour être sainte. Et elle se retrouve enceinte. Donc il avait joué sur, il avait échoué sur les mots. Mais on rit, mais c'est exactement ce qu'on fait pour le peuple. C'est-à-dire que vous dites que personne ne s'oppose aux droits de l'homme, parce que les gens croient que les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme réels. Non, c'est les droits de l'homme, le mot, et ceux qui contrôlent le mot, ce sont les hommes de loi, qui disent les droits de l'homme, c'est moi qui vais vous dire ce que c'est. Et donc, puisque ce sont les droits de l'homme, vous allez m'obéir. Donc, c'est la mise en esclavage. Et donc, personne ne s'est jamais attaqué aux droits de l'homme, parce que personne n'ose dire je suis contre l'homme, puisque je suis un homme. Et personne n'est contre liberté, égalité, fraternité non plus, parce que ces valeurs à la base sont bonnes. Maintenant, dans l'application... Non, elles ne sont pas bonnes. C'est une mystification. C'est-à-dire que l'idée de liberté, elle est au cœur de l'homme, bien entendu. Et une certaine idée de l'égalité est également au cœur de l'homme, en tout cas dans le cœur des chrétiens. C'est-à-dire que vis-à-vis de Dieu, ce qui compte, nous sommes égaux devant le salut à accomplir. C'est-à-dire que le dernier des sujets peut être au-dessus du roi s'il est un saint et que le roi ne l'était pas. Donc il y a cette égalité par rapport à la finalité, par rapport à la dignité, à la valeur humaine. Les petites sœurs des pauvres donnaient un très bon exemple, finalement, de valeur. Donc le critère des valeurs qualitatives était différent des valeurs quantitatives. On peut être au sommet de l'humanité et être pauvre. Donc c'était cette égalité qui a été reprise dans les droits de l'homme justement pour duper les chrétiens. Je vous rappelle que la fameuse phrase, c'est que les idées nouvelles sont des idées modernes devenues folles. C'était de ce fameux anglais dont le nom va me revenir. Et donc il y a cette mystification. J'ai bien dit que la franc-maçonnerie, c'était la cannibalisation des valeurs, de toutes les valeurs. C'est-à-dire on prend une valeur de quelqu'un et finalement on le cannibalise et on le retourne contre lui. Bon. Parce que, par exemple, l'art royal, quand vous en parlez, pour moi, je vois pas comment ça peut être mauvais, l'art royal. C'est beau, l'art royal. Mais après, c'est ce qu'il y a derrière. Comment c'est utilisé, c'est un mot qui est utilisé pour des choses, des actions...
Oui, mais qui rendent esclaves. Voilà, mais à la base, art royal, pour moi, ça sonne bien. Et ça a l'air positif. Oui, mais quand vous faites de la pêche, vous avez un asticot pour attirer et puis un hameçon derrière. Donc ces mots sont beaux, c'est-à-dire que moi je l'ai vu dans la société cannibale, si je peux dire. Enfin, quand on est extérieur à une société, on comprend mieux le mode de fonctionnement. C'est pour ça que souvent des personnes qui viennent en France ou ailleurs regardent un petit peu comme un élément étranger, comprennent les totems. Donc on voit bien qu'un peuple suit ses symboles et ses totems. Donc quand vous voulez dominer une population, vous reprenez ces mots, art royal, liberté, et puis vous les faites aller dans le sens inverse, si vous voulez. C'est ça. Je prends l'exemple typique, c'est quand vous avez à la Révolution des hommes qui disent nous sommes les hommes de la liberté. En anglais, ils avaient les hommes de la liberté. Bon, les Friends of Liberty, bon, et non pas bon, Freedom Friends. Eh bien, c'est vous paraissez tout à fait irréprochable. Et on se dit la liberté, je suis pour la liberté. Et puis tout à coup, quand vous vous retrouvez en prison ou guillotiné, vous dites c'est bizarre, il y avait peut-être un truc là-dedans. Bon. Il y a un problème, ouais. Et alors, l'expression qui a bien immortalisé cette duplicité, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Là, c'est une formule magique. C'est-à-dire, vous marquez sur « je suis la liberté » et quand on s'oppose à vous, on dit « vous êtes contre la liberté, donc je vous mets en prison ». Donc c'est un jeu d'inversion du langage, je ne le répéterai jamais assez, c'est le français La Harpe qui, dans son discours du 31 décembre 1794, a parlé du langage révolutionnaire qui inverse tout. Donc si vous voulez, c'est cette emprise, justement, la véritable opposition, c'est la destruction du langage révolutionnaire qui fait l'inverse de ce qu'il dit, mais qui est extrêmement séduisant, parce qu'il remet en avant nos valeurs pour nous détruire. Je prends par exemple, quand vous avez le président Macron qui va à Versailles, donc, qui utilise nos symboles finalement contre nous, eh bien, c'est ce jeu qui fait que nous sommes désarmés. C'est-à-dire que l'intérêt de reprendre nos symboles pour nous détruire, c'est que nous sommes impuissants, puisque nous reconnaissons nos symboles, nous suivons nos symboles, et nous nous retrouvons détruits. Donc la véritable opposition actuellement, c'est celle qui décapite, si je peux dire, disons le bonnet phrygien, comme je l'ai dit, qui décapite les droits de l'homme, c'est-à-dire qui décapite ses fausses valeurs, et qui déqualifie la franc-maçonnerie en révélant ce qu'elle est, c'est-à-dire une fabrique d'esclaves. Parce qu'on n'oubliera jamais que les maçons sont des esclaves. Quand vous voyez les rites maçonniques, avec jusqu'au 33e degré, quand vous pensez que les maçons, quand vous allez rue Cadet, eh bien vous voyez liberté, égalité, fraternité, et quand vous allez après dans les bâtiments de la République, vous voyez liberté, égalité, fraternité. Bon, ça veut dire que c'est la même société. Quand vous avez Shell d'un côté et Shell de l'autre, c'est que c'est la même société. Bon. Et donc, la franc-maçonnerie, c'est la religion de la République. Mais ils vous disent, nous sommes en laïcité. Alors comment se fait-il qu'il y ait une église? Déjà, il y a une mystification. Puis après, vous dites, vous êtes libres égaux. Vous, mais vous êtes des profanes. Nous sommes les initiés. Donc c'est assez hallucinant de penser que le peuple français, qui est quand même pas totalement idiot, dit vive la liberté, vive l'égalité, mais nos supérieurs, ils sont jusqu'à 33e degré. Mais ce qui est intérieur, c'est que les Français sont dupes de la franc-maçonnerie, évidemment. La liberté, c'est l'esclavage. Orwell l'a très bien dit, l'ignorance c'est la force. Arbeit macht frei. Bon. Et donc on a cette mystification, mais les maçons eux-mêmes sont trompés. Parce que chaque fois qu'on montre dans un échelon, vous avez une hélice. C'est-à-dire que les vérités en bas de la franc-maçonnerie sont inverses de celles du haut. C'est pour ça qu'ils se cachent, parce qu'ils disent nous nous cachons parce que nous sommes poursuivis. Ils sont discrets. Oui, ils se disent discrets, mais ils discrets. Cachent qu'ils sont les esclaves. C'est-à-dire qu'on leur apprend des rites pavloviens. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, elle cannibalise les valeurs, toutes les valeurs, tous les symboles pour les retourner contre leur sens. Mais à la fois, quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, petit à petit, on vous donne un sucre pour vous faire avancer dans les grades si vous prenez la forme du lotus. Il faut prendre la forme qu'il faut. Bon. Et puis après, quand vous êtes en haut, vous êtes méconnaissable parce que vous êtes l'inverse de ce que vous étiez en bas. Mais qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas un système d'esclavage. Alors, ils nous promettent la lumière, mais on arrive à l'obscurité. Et c'est un système pavlovien. Ce qu'ils appellent le rituel, c'est finalement un geste, une pensée, un geste, une pensée. Ils écartent, je l'ai dit, la dualité, c'est-à-dire ce qui permet de juger entre le bien et le mal. Par les symboles, ça leur permet de passer à travers les gouttes. Et le pavé mosaïque, ça indique comment il y a si les profanes, c'est-à-dire les cons, en clair,
qui sont blancs ou noirs, mais eux, ils passent entre les dalles parce que ce sont les maîtres du jeu. Donc c'est un système de mystification qui a été attaqué, mais par le mauvais côté. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. L'art royal, c'est l'art de duper le monde entier en gardant les apparences pour les faire contribuer à la... Vous prenez la République. La République, c'est une loge blanche, mais toutes les institutions sont royales, mais toutes contribuent à cette fausse République. Donc c'est vraiment l'inversion, et il faut relire la Harpe, qui donne cette clé, chose inimaginable, c'est que depuis les origines de la Révolution, qui sont quand même récentes, puisque la République avait mon âge quand je suis né. Il ne faut pas oublier que la République, elle s'est vraiment installée. D'abord, ça a été un échec total, parce que la guillotine, quand même, et la terreur, ça a laissé une très très mauvaise impression. Et je rappelle que Solzhenitsyn est allé en Vendée pour bien dire que l'origine du totalitarisme, c'est la Première République. Il n'a pas dit Première République, mais il a dit ce qui s'est fait en Vendée. Mais ce qui s'est fait en Vendée, c'est bien le travail de la Première République. Mais évidemment, il a fallu attendre 3 générations, c'est-à-dire 1877, le Grand Orient d'ailleurs enlevant le grand architecte de ses tenues, pour qu'au bout de 3 générations, on peut mentir, on peut bien mentir. C'est-à-dire que quand même, au bout de 3 générations, l'impression de la terreur avait pu être compensée par les livres d'école. En allant à l'école, on expliquait que c'était très gentil, c'était très bien. J'ai connu quelqu'un qui disait on pourra vraiment dire ce qu'il faut sur la Première Guerre mondiale quand le dernier poilu sera mort. Ce qui veut dire en clair, on ne peut pas mentir tant qu'il y a un témoin. Et donc la République datait des années, on peut dire vraiment 1877. Et donc ça a l'air de rien, mais quand je suis né, elle avait mon âge maintenant. Donc c'est très très récent. C'est-à-dire que la royauté a tenu qu'un siècle, si je peux dire, mais la République, elle a un siècle. Bon. Et donc cette mystification, maintenant il est temps de voir que qui ose s'appeler déconstruction. C'est-à-dire que la déconstruction... On a l'air de sourire, mais la déconstruction, c'est la déconstruction de quoi? Du modèle français. Il y a Sandrine Rousseau, c'est bien, c'est Rousseau. Sandrine Rousseau qui en fait l'apologie, elle fait beaucoup la promotion de la déconstruction. Ah oui, sur les idiotes utiles. De son mari déconstruit. Oui, c'est vrai, le problème de la virilité. Elle a fait un tweet ce week-end là, avec comment... je le mettrai en lien là. En quoi on gagnerait beaucoup d'argent et que la société serait tellement meilleure si les hommes se comportaient comme des femmes. Oui, alors là, on tombe sur les idiots utiles. C'est-à-dire que dans le débat, évidemment, elle se considère comme extrêmement intelligente. Bon, mais elle ne sait pas que derrière une féministe, il y a un homme qui vient à l'affût, parce qu'il faut voir qui est derrière toute cette machinerie. Mais de même que les maçons considèrent, disons, que les non-initiés comme des cons, excusez-moi le mot, bon, eh bien, ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont des idiots utiles. Sandrine Rousseau, c'est une idiote utile. Les féministes sont des idiotes utiles. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas elles ou eux, dans le cas des maçons, qui sont les inventeurs du système. Bon, ils ne sont pas à l'origine. Ils ne sont pas à l'origine, ils suivent. Alors, c'est la fausse opposition dont on peut parler, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est ce qu'explique très bien Orwell, et c'est normal, le véritable pouvoir, il a tous les moyens. Donc il se paye l'opposition. Il favorise la fausse opposition, soit par la vanité, soit en le payant, soit par diverses choses. Donc en fait, ceux qui apparaissent et qui ne sont pas censurés, j'allais dire comme moi, finalement, ce sont ceux qui sont, par définition, presque la fausse opposition. C'est ceux qui critiquent un peu, mais ne mettent pas en cause le cœur du système, c'est-à-dire la synthèse, le cœur nucléaire du système. Bon. Et donc, pour prendre des choses qui ne sont pas contestables, prenons le meilleur des mondes, prenons Huxley, et on voit très bien que les schémas de pensée, les buts, sont déjà mis à jour, et que le plan continue. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des choses très compliquées, et ce plan nous conduit à la mort de l'homme, à la destruction. Vous parlez des femmes, je suis désolé, l'humanité, sont les hommes et les femmes. Donc déconstruire la femme et déconstruire l'homme, et j'allais dire déconstruire l'enfant, déconstruire les peuples, c'est vraiment une entreprise, j'allais dire, vraiment maléfique au sens total. Et là, on revient à la théologie, c'est-à-dire que l'intelligence la plus perverse imaginable, c'est qu'on se dit, qui nous veut tant de mal? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine de l'homme? Pourquoi tant de haine de la femme? Parce que les féministes sont les ennemis de la femme. Non mais il faut bien comprendre, non mais la première victime des féministes, c'est la femme. Et donc, on voit cette déconstruction, si on prend un peu de recul. Alors évidemment,
la déconstruction, c'est supposé la déconstruction du mal, etc. Mais quand on regarde, c'est pas du tout le cas. Et nous avons du recul. Parce que la déconstruction, c'est déconstruction, déchristianisation. On revoit, ce sont des D indéfiniment, qui correspondent aux 3D d'ailleurs, debility, d'arrêt de dépendance, de lavage de cerveau. Bon. Et au début, on pouvait y croire. Le premier qui a cru à cette déconstruction, c'est Louis XVI. Il est rentré dans le jeu, il a détruit la constitution de la France, les états généraux, il a accepté de suivre, il a suivi, puis la déconstruction, ça lui a décolleté le cou. Et vous savez, une fois, vous m'avez parlé de Platon, je crois que c'est Platon. Dans le banquet, ouais. Où il dit que voilà, quand il y a certaines nouvelles lois qui peuvent paraître idiotes ou mauvaises, les parents sont choqués, mais ça deviendra normal pour les enfants. Vous vous souvenez les enfants sont nés avec ces lois stupides ou bêtes ou mauvaises, et ils sont habitués à ça, et donc ils trouvent ça bien. Il y a des personnes qui croient que actuellement, nos contemporains se considèrent comme extrêmement intelligents. Ils ont l'impression que leurs parents, finalement, n'étaient pas arrivés à leur niveau d'intelligence, qu'ils sont à une époque supérieure. Alors effectivement, si vous regardez les machines, il y a eu des progrès. Les voitures roulent plus vite que les charrettes, etc. Mais les vidéos. Et si vous prenez l'homme, et si vous lisez, par exemple, un livre comme Le Cheval d'Orgueil, et que vous voyez ce que savaient faire les paysans d'autrefois, ils savaient tout faire. Et si les faux bacheliers qui actuellement, c'est que le bac ça date du XIIIe siècle d'ailleurs, bon. Si les faux bacheliers se disent mais qu'est-ce que je sais faire réellement? Un œuf à la coque? Peut-être. Mais est-ce que je sais faire la cuisine? Non. Est-ce que je sais tuer un cochon? Non. Est-ce que je sais faire du boudin? Non. Est-ce que je sais cultiver? Non. Est-ce que je sais faire une armoire? Ben non. Je sais seulement appuyer sur des boutons. C'est-à-dire que l'homme moderne se croit intelligent parce que les objets qu'il utilise sont chargés quand même d'intelligence, certes artificielle. Mais donc, si vous arrêtez l'électricité, si vous enlevez la prise, l'intelligence artificielle s'arrête, le monde intellectuel, c'est terminé. Mais quand vous prenez la vie d'un paysan qui savait tout faire, il savait faire ses chaussures, il savait faire sa maison, donc il était en contact avec la nature, il comprenait la nature, il savait vivre avec elle, ils savaient se soigner. Je prends un exemple très simple. Un exemple très simple qui montre le degré d'avilissement. Vous prenez simplement les antibiotiques. Bon, les antibiotiques sont effectivement une percée médicale extraordinaire. N'oublions pas quand même que ça tue les bonnes et les mauvaises bactéries. Bon. Mais justement, dans ce qu'on appelait la flore intestinale et qu'on appelle le macrobiote maintenant, bon, vous avez... Les femmes, en particulier, parce qu'elles s'occupaient plus des enfants, savaient que quand on prend des antibiotiques, il fallait prendre de la superlevure. Mais maintenant, quand vous allez voir le médecin et qu'il vous donne des antibiotiques, il ne vous prescrit même pas de superlevure. Non. Donc on a une dégradation du savoir extraordinaire. Et donc actuellement, même si on peut penser qu'on est arrivé à un certain apogée à une époque, nous sommes en train de complètement de décliner. Pour bien comparer nos intelligences, il faut relire les classiques grecs, en particulier Platon. Dans ce que vous dites, il faut relire la République de Platon. Et quand vous lisez la République de Platon, qui est un système basé sur les mathématiques, déjà, Platon disait qu'on sélectionne les meilleures natures par les mathématiques, donc il fallait proscrire la poésie. Il y a une logique, si vous voulez, entre eux. Et quelqu'un lui demande à un moment donné, il dit, nous allons expliquer que les hommes viennent de métaux. Bon, il y a l'or, il y a le bronze, il y a l'argent, je crois. Enfin bon, il y a 3 métaux. Et alors on va dire, par exemple, alors les philosophes, c'est l'or. Bon, après le bronze, c'était je ne sais plus quoi. Puis après il y a les guerriers, bon, les travailleurs. Bon, enfin, il y avait des métaux, mais qui ne correspondent à personne. Alors son interlocuteur, il faut reprendre le texte, ça c'est bon. Je dis, mais quand même, les gens ne seront pas assez stupides pour croire ce que vous dites, que nous sommes prédestinés. C'est-à-dire qu'il y a diverses catégories de personnes qui dépendent de matériaux différents, donc le problème social est réglé. C'est la tripartition. Il y a 3 parties. Les uns viennent de l'or, et les philosophes, évidemment, c'était de l'or. Mais c'était pratique, finalement, comme organisation politique. On avait sa place. Et l'interlocuteur lui dit, mais quand même, vous n'avez pas fait... Ces âneries, vous n'allez pas arriver à les faire croire aux gens. Et Platon répond, non. C'est ce que vous dites, la question que vous posez. Cette génération, non. Mais les enfants, après, oui, quand nous leur avons enseigné. Donc on voit que tout est très pensé, c'est-à-dire que la politique est une science qui a déjà des millénaires,
et que ceux qui croient qu'en manifestant dans la rue, en faisant des petits youpies, etc., vont changer la face du monde, c'est une vaste rigolade. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on autorise les manifestations? C'est pour faire croire qu'il y a une liberté. C'est les causes toujours. Mais s'il n'y avait pas ce simulacre, cette singerie des manifestations, eh bien, le pouvoir apparaîtrait tel qu'il est. Il aurait à se justifier. Or, il n'a pas à se justifier puisqu'il dit que c'est le peuple qui est dans la rue qui dirige. C'est le peuple qui est souverain. Et donc, alors, comment on sort de ça? En tant que vraie opposition, qu'est-ce qu'on doit faire? alors, il faut être réaliste. Bon. Tout s'est toujours fait par des élites. Un petit nombre, dans tous les domaines. L'agriculture, la science, l'armée. Toujours un petit nombre. Le christianisme fait partie, je vous rappelle, des 12 disciples. Bon. Donc, il y a toujours un petit nombre avec quelqu'un de charismatique au départ. C'est ce qu'on appelle le créateur, c'est l'entrepreneur, c'est le prophète, c'est le guerrier. Il y a toujours quelqu'un qui est un fédérateur, on peut dire, qui a un charisme. Bon. Or, actuellement, disons que le système, si on emploie ce terme, le pouvoir a prévu. Donc il faut couper les jeunes pousses. C'est-à-dire qu'il est très attentif pour empêcher que quelqu'un ou quelques-uns puissent germer. D'abord, c'est ce qui s'est passé en Chine avec la révolution culturelle, ils ont complètement décapité toute résistance, soit par la peur, soit par... Donc les élites, alors bien physiquement, ça c'est la guillotine, mais les élites, quand je parle des élites, ça peut être le paysan, ça peut être tout ce qui a le courage de résister, bien entendu. C'est pas que les gens qui ont des bacs plus 50. Bon. Et ensuite, ils ont décrédibilisé les élites. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait la France, qui sont représentés dans l'architecture, vous aviez l'abbaye, c'était les moines, vous aviez une certaine bourgeoisie, vous aviez une noblesse, vous aviez des corporations. Tous ces gens-là ont été décrédibilisés en disant non, il n'y a qu'une autorité, c'est la nation. Alors que l'autorité, elle est le père de famille, la mère de famille, tout a été décrédibilisé. Donc personne n'ose faire quoi que ce soit. On dit, est-ce que j'ai le droit? Je suis frappé dès qu'il s'agit de faire... Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ci? Donc on n'a aucune autorité personnelle. Donc déjà, en masse, tous ceux qui potentiellement pouvaient s'opposer aux élus, les élus qui sont nommés par le pouvoir, les élus ne sont pas des gens qui sont... Les partis décident qu'ils vous présentent des gens, il y a juste un mec qui peut dire... Et donc, qu'est-ce qui reste? Je réponds à votre question. Ce qui reste, effectivement, c'est qu'il faudra qu'il y ait autour d'une personnalité, parce qu'il faut forcément une personnalité, il y ait une masse critique, enfin un groupe critique, disons qu'une élite, une armée d'élite, si je peux dire, un groupe d'élite, parti d'élite, qui prennent les choses en main et s'opposent au pouvoir en dénonçant son imposture, en disant « vous n'avez aucune autorité ». C'est la fameuse passage du peuple qui passe des mains de ceux qui ont l'art de mentir, ceux qui sont au pouvoir, les francs-maçons, ceux qui se prétendent républicains qui ne le sont pas, à ceux qui ont le droit de commander. Mais pour ça, il faut retrouver en soi son autorité. Parce que beaucoup de personnes qui ont le droit de commander n'osent pas commander. Parce qu'ils disent « je ne suis pas élu, je n'ai pas un mandat, je n'ai pas un papier avec en tête ». Tandis que ce qui se passait autrefois, c'est qu'il y avait quelqu'un, on le voit dans l'histoire, qui tout à coup a une autorité personnelle et tout le monde se groupe autour de lui. Là, on envoie les CRS, les sous-marins d'attaque, etc. Donc ça, c'est la seule voie possible actuellement. Mais ça commence par la tête, par l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la légitimité n'est pas... Par exemple, le président Macron n'a aucune légitimité, même en fonction de ses propres principes. Il n'a pas été élu par la majorité. Il a été élu... Il y a 15-20%, il ne représente rien du tout. Mais les gens croient que c'est la majorité, comme bon. Donc, il faut... Voltaire, qui avait de bonnes phrases, disait « Tout débat commence par le blasphème ». Donc, le blasphème à prononcer, c'est le blasphème anti-droit de l'homme, anti-fausse valeur. Le blasphème, c'est que... Je dis ça, il faut inverser. Donc, c'est dénoncer cette fausse théologie, et à partir de ce moment-là, dire « Vous êtes illégitime, c'est nous qui sommes légitimes ». Donc, c'est, j'allais dire, le choc métaphysique à faire. Il faut qu'un minimum de personnes soient capables de franchir ce pas. On le voit actuellement, les déconstructeurs sont illégitimes, puisque ceux qui sont légitimes sont les constructeurs, par définition. Donc il faut faire revivre les valeurs de la France, et ceux qui sont légitimes sont ceux qui sont en accord, qui continuent la France, et non pas ceux qui la déconstruisent. C'est assez facile à comprendre. Bon.
Mais personne n'a cette démarche, j'allais dire, en dehors de moi pour l'instant. Moi, Et c'est ça, c'est de couper le cordon ombilical. Parce que depuis l'école, on vous apprend que la royauté, il y avait peut-être de bonnes choses, mais il fallait passer, c'était les esclaves. Ceux qui nous dirigent, donc la royale maçonnique, nous a donné la liberté, maintenant, mais c'est en plus. C'est-à-dire que les Français ont l'impression qu'il y avait tout ce qu'il y avait avant, ils l'ont encore, mais ils ont en plus la liberté, ce qui est une imposture. Et en fait, ce qu'ils ont en moins, c'est la déconstruction. Donc il faut continuer la France, à ce moment-là, mais revenir à ses fondamentaux, et on ne remplace bien que ce qu'on détruit. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas détruit le système d'antivaleurs au pouvoir, on ne pourra pas reprendre le pouvoir, parce que prendre le pouvoir, c'est prendre le pouvoir au nom d'eux. On prend le nom au nom d'eux. Et à partir, c'est ce au nom d'eux qui a fait tomber d'ailleurs Robespierre. Bon, et donc c'est. Comment on reprend le pouvoir au nom d'eux? Bien, il faut faire comme ça s'est toujours fait. Bon, il faut créer un mouvement, un parti autour d'une personnalité. Il faut affirmer, faire un manifeste d'une manière ou d'une autre, en disant. Mais un parti, ça c'est républicain. Le parti. Alors, vous m'amusez. C'est un petit peu comme il y a des personnes qui croient que l'état de droit date de maintenant. Mais l'état de droit, il y avait chez les Grecs, il y avait chez les Romains, il y avait même chez les cannibales, et même dans la jungle, il y a la loi de la jungle. Alors qu'on ne nous fasse pas croire que l'état de droit. Bon, non, c'est le parti. Il y a toujours eu des partis. Alors, on peut appeler ça un mouvement, on peut appeler ça une ligue, on peut appeler ça une fédération, on peut appeler ça une alliance, etc. Mais l'idée, c'est de regrouper autour, si vous voulez. L'idée est simple, autour, en France, c'est le religieux qui est très mal à mal, parce que quand vous avez quelqu'un qui représente la papauté et qui favorise l'inverse de la chrétienté, ça pose un petit problème. Mais disons que sur le principe, c'est quelqu'un comme André Malraux, qui ne peut pas être suspecté de quoi que ce soit qu'il a dit, finalement, le XXIe siècle, même si on peut discuter, sera religieux ou sera pas, enfin, moi je dis religieux, ça pas, et puis une religion, il y a une phrase qui confirme quand même que la première était bonne, une religion, c'est ce qui agrège une société. Et il faut voir que quand même André Malraux, qui était le Premier ministre de la Culture, et finalement était très impressionné par les monuments. Et ce qui montre que il disait bien, le XXIe siècle sera religieux, ne sera pas, c'est tout ce qu'il a fait autour, parce que c'est contesté, mais il a bien vu que les monuments, finalement, s'inspiraient tous de l'esprit religieux. Et il a dit, d'ailleurs, cette phrase terrible pour cette anti-république actuelle, nous n'avons construit ni monument ni tombeau. Et le monument, c'est quand même la vie, et le tombeau, c'est quand même le respect des morts. On n'était pas... Il n'y a plus besoin de tombeau maintenant, puisque c'est la crémation. Et donc, le régime actuel considère que l'homme n'a pas d'avenir, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, et donc on peut brûler tout le monde, et il nous amuse en attendant. Donc, si parce que c'est polluant, ça prend de la place. Oui, les tombeaux, tout ça. C'est le mépris de l'homme, et c'est pour ça que je dis les droits de l'homme, et qui nous conduisent en esclavage, et c'est un crime contre l'humanité, parce qu'en fait, sous le nom d'humanité, on a comme toujours l'inverse. L'inverse de l'humanité, c'est la destruction de la dignité de l'homme. Quand on prend l'image de l'homme actuellement, on l'a vu au moment du coronavirus, laisser mourir des gens seuls dans le désespoir, c'est ce qui signe le régime de Macron, qui est un régime de mort, de mensonge, de mystification. Et quand il appelait son parti Renaissance, parce qu'en fait c'est la mise à mort. Quand il a appelé la France en marche, c'est qu'il a mis la France à l'arrêt, et quand il nous appelle la résistance, c'est qu'il nous met au tombeau. La Renaissance, c'est qu'il met au tombeau. La Renaissance, c'est la mise au tombeau. C'est quand même parlant. Quand on voit tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, comment les Gilets jaunes ont été traités, on voit les vieux, comment ils ont été traités. Bon, on le voit maintenant, la désassociation. Et ce qui est le plus caractéristique, parce que tout le monde parlote, etc., c'est qu'il est évident que le premier objectif, c'est de remettre en haut de la pyramide quelqu'un de correct, je dirais même. Quelqu'un d'honnête. Honnête, on en rêve. Et continuer, et quelqu'un qui avec des mœurs normales. Et donc, tout ce blablabla des médias, etc., il est bien évident qu'il est fait pour nous endormir, bien entendu, puisque le problème principal, c'est la théorie du ruissellement du président Macron, c'est que quand on fait des choses sales, ça descend jusqu'en bas. C'est le ruissellement que l'on rencontre dans les égouts, si vous voulez. Bon, c'est ça le ruissellement de Macron. Tous nos problèmes viennent de la présidence.
ou passe par la Prévidence. Alors on nous dira qu'il y a des gens derrière, je l'ai écrit, c'est le ventriloquisme, mais toujours est-il que pour nous, c'est lui qui est responsable en chef. Et donc, tous les problèmes. Alors effectivement, vous posez la question comment faire. Au lieu de perdre son temps à régler chaque problème, les éoliennes, l'énergie, etc., il faut un regroupement, parlons un rassemblement, on pourrait prendre le mot rassemblement, pour prendre le pouvoir, et une fois qu'on est en haut, qu'il y a vraiment un véritable gouvernement français qui aime la France, qui veut le bien de la France, eh bien, tous les organes, puisque c'est organique, la France organique reprend la place de la France mathématique, la fausse France mathématique, et la police fait son travail, l'agriculture, les suicides dans l'agricole s'arrêtent, vous aviez l'industrie... La police aussi. Tout remarche. C'est-à-dire que c'est l'image que je prends de la tête coupée, que j'ai pris dans Macron, le président ventriloque, c'est que la tête de la France a été coupée à la Révolution. Donc c'est le système anglo-saxon, la fausse tête qui a pris la place. Alors les membres sont totalement désarticulés. On le voit avec la Cour des comptes. La Cour des comptes, dont la mission, c'est d'évaluer la politique du gouvernement, n'a même pas levé le petit doigt pour dire au président Macron, c'est nous qui devons évaluer la politique de quoi qu'il en coûte. Ça vous donne le degré d'esclavage, d'asservissement, de soumission. C'est Didier Pittet, le Suisse, qui a fait un faux rapport pour dire que la gestion était bonne. Alors Macron déclare la guerre et on étudie sa gestion. Non, mais on est vraiment dans l'absurdistan. Ouais. Alors après, il faudra, une fois que quelqu'un d'honnête est au pouvoir, il va falloir une sécurité de dingue, parce qu'il y a quelques dirigeants africains durant la crise politique du Covid qui se sont opposés à l'OMS. Bon, ils sont morts bizarrement. Enfin, on va dire qu'il y a eu des décès... Je ne rentre pas dans ce genre de considération. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des morts, etc. Mais moi, je suis d'une culture militaire. C'est-à-dire que les morts ne comptent pas. Et il y a une fameuse chanson, si un soldat meurt, un autre doit le remplacer. Et j'ai eu quelqu'un qui est venu à ma conférence de jeudi dernier, qui a dit cette chose très très émouvante, parce qu'il y a une tragédie de l'Algérie française, parce que l'Algérie est toujours française, le FLN le sait, parce que l'Algérie tient toujours par la France, par la haine de la France. Donc c'est la France qui a fait l'Algérie, et c'est la haine de la France qui soutient le FLN, comme c'est la haine de la royauté qui soutient la République. C'est ça le jeu des symboles. Bon. Donc il faut réinstaurer l'amour. Oui, bien entendu. Alors, donc, reprenez la question que vous m'aviez posée. C'est... Oui, donc, effectivement, on entend dire, attention, si on agit, il peut se passer des choses, etc. Bon. Je ne rentre pas dans cette logique, comme je viens de le dire, parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus rien. Et nos ancêtres, les Francs et les autres, sont des gens qui n'ont pas hésité à affronter la mort. Quand vous avez un camionneur qui traverse l'Europe, il peut avoir un accident. Bon, donc là, il faut... c'est pour ça que les guerriers, les nobles, c'était ceux qui acceptaient de donner leur vie pour des valeurs qui les dépassaient. Et selon le fameux chant des partisans, que je citerai pour une fois, quand l'un meurt, un autre doit le remplacer. Donc, il est bien entendu que certaines valeurs, on ne peut pas défendre certaines valeurs sans risquer sa vie. C'est-à-dire, si on n'est pas prêt à mourir pour certaines valeurs, on ne peut rien faire. Et effectivement, c'est le jeu qui est fait dès la maternelle. On vous apprend par le principe de précaution qu'il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est ce qui s'est passé pendant le confinement. C'est que les Français sont sortis complètement abattus, fatigués. Et le but de toutes les affaires qui nous sont lancées, c'est de nous démoraliser, de nous empêcher de nous battre, nous faire redouter la mort. La mort est inéluctable, on oublie de nous le dire, nous mourrons toujours, et il vaut mieux mourir dignement, et j'allais dire en bonne santé, que mourir avec un petit coup de Rivotril qui vous fait passer de l'autre côté dans le désespoir. Donc il faut un corps d'élite, de personnes tellement conscientes de leur légitimité, de leurs valeurs, et du but qu'elles poursuivent, que l'idée de la mort ne leur fasse pas peur, et qu'au contraire... ça soit la peur de la mort qui fasse déguerpir tous ceux qui nous oppriment actuellement. Donc, c'était le rôle de la noblesse, c'est le rôle des guerriers. J'allais dire que maintenant, ce qui est important d'abord, ce sont les guerriers du verbe, c'est-à-dire qu'il faut reprendre le pouvoir de la parole, il faut reprendre la parole à ceux qui ont trafiqué et truqué le verbe, et donc c'est, j'allais dire, la première étape qui doit permettre de regrouper
toute l'élite, tous ceux qui placent le bien au-dessus du mal, le beau au-dessus du vrai, et donc au-dessus du lait. Au-dessus du lait, voilà. Voilà. Et Donc, le vrai au-dessus du mensonge. Et le vrai au-dessus du mensonge. Et donc c'est ça. Le plan, il est très simple, se regrouper autour du modèle français et des valeurs de la France, et être assez convaincu pour terroriser moralement les imposteurs, et pour qu'ils déguerpissent quasiment d'eux-mêmes sans qu'on ait besoin d'aller plus loin. C'est ça la vérité. Et c'est en fait ce que nous promettait la fausse République, qu'elle n'a pas tenue. C'est-à-dire la véritable liberté qui est issue de la vérité, la véritable égalité qui est issue de la justice, parce que je vous remarquer qu'il n'y a pas de justice, c'est pas état de droit, et la fraternité au sens évidemment qui était le sens des chrétiens et non pas des pirates. Parce que je vous rappelle que liberté, égalité, fraternité, c'était la devise des frères de la côte, c'est-à-dire des pirates. Liberté, nous sommes des pirates, nous voulons être libres, nous nous affranchissons de tout. Égalité, nous sommes tous égaux, nous les pirates, et nous partageons ensemble le butin. Et fraternité, nous sommes tous frères, et c'est comme ça que nous allons au combat pour piller. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans nos rues. N'oublions pas, liberté, égalité, fraternité, c'est la logique des frères de la côte, parce qu'il n'y a pas la vérité.